Sunday Night Production. Recevoir un gros pavé, c'est vraiment relou quand c'est ton ex. Par contre, c'est très stylé quand tu gagnes Paris-Roubaix. C'est parti pour Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Full Gaz, plongé dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast Full Gaz présenté par LTDG depuis Lille. Et oui, on est à Lille, on sort nous aussi de notre Paris-Roubaix, on est un peu moins sale que les coureurs et on s'est fait un peu moins mal aussi aux jambes, mais on a quand même suivi toute la course, donc on a plein de choses à vous raconter. Et d'ailleurs, on va vous parler de ça dans le podcast. Je vous présente le plan du podcast. On va commencer comme d'habitude par les résultats de la semaine. Ensuite, on fera le gros focus sur le Paris-Roubaix, cette édition fantasmagorique avec la victoire une nouvelle fois de Van Der Poel. Après on ira faire un petit débat, un truc un peu plus triste, c'est la chute au Pays Basque. Je crois que Grégoire, tu voulais en parler toi. Ouais bah il faut en parler de toute façon dans le monde du vélo, ça a secoué la semaine et tout ça. Et donc c'est quelque chose sur lequel on va devoir s'attarder aujourd'hui. Et après on continuera avec les infos en vrac, avec les petites infos à retenir de la semaine. Et l'actu Full Gaz avec un E, avec une très très belle édition de Paris-Roubaix Femmes. Est-ce que t'es chaud Grégorito? Ouais, je suis très très chaud, un peu posé, on a eu un gros week-end. Donc très tranquille là. Et impatient de débattre un peu de tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Et avant de commencer, l'idée du jingle, c'était ton idée? C'était un peu ta vanne là, le pavé? Ouais, attends, elle est magnifique cette vanne. Je suis un grand fan de Bloqué moi. Et tu sais, ils ont une série où il y a un cool pas cool. Genre faire ça c'est cool, mais comme ça c'est pas cool. En mode dans les circonstances c'est différent. Et du coup, quand j'ai sorti cette vanne, mais j'étais trop chaud. Il faut qu'on le fasse pour une vidéo, tu vois. Faire recevoir un pavé quand c'est ton ex, c'est relou. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Ouais, ça sent le vécu. Un peu. pour le pavé de Paris-Roubaix ou pour le pavé de ton ex? Bah, j'ai jamais fait Paris-Roubaix. Mon ref. Bon, on vous laisse deviner alors. Allez, c'est parti pour les résultats en 2 spi. Grégoire, je te propose qu'on commence par le région Pays de la Loire Tour, qui avait lieu ce début de semaine, du coup, dans la Loire, la région française. Avec une superbe édition, pas mal de victoires françaises. Et au général, qu'est-ce que ça donnait? C'était victoire de Van der Berg devant Ewan Kostju et Frédéric de Verns. C'est pas un cadeau celui-là, merci. Mais ouais, il y a eu la première victoire sur une étape, première victoire professionnelle pour Ewan Kostju qui marche fort depuis le début de saison. Donc ça fait vraiment trop plaisir. Ouais, il est pas patient d'ailleurs de gagner le général, mais Marine, moi je sais pas comment on dit, Vandenberg, il était au-dessus. Et donc voilà, une belle édition. On avait aussi une victoire de Benoît Cosnefroy, des équipes françaises qui marchaient, c'était sympa. On part directement sur une édition du Itzulia País Basco, Grégoire. On va manger des tapas, tout ça, mais on va aussi manger du goudron, de la salade de goudron. Grégoire, je me suis dit, est-ce qu'il va la tenter? Ouais, c'était la grosse actu de la semaine avant Paris-Roubaix. Une édition qui devait être peut-être la plus belle course par étape d'une semaine de la saison, avec une start list de zinzin, des Primoz Roglic, des Jevine, des Remco Evenepoel, des Jonas Vingegaard, des Juan Ayuso. Enfin c'était énorme la start list, même Tom Pidcock. Et au final Tom Pidcock il tombe avant le départ, avant d'aller à l'hôtel, avant le chrono, donc il prend pas le départ, ce qui a fait qu'on l'avait sur Paris-Roubaix, Roubaix baby comme dans sa com. Mais ça c'était ouf. Mais bon, ouais, première étape, déjà, c'était très chelou. Quand t'as Remco qui tombe, t'as Roglic qui trompe de route, c'était vraiment en space. Et au final, on a vécu, je sais plus sur quelle étape c'était, la troisième, il me semble, cette énorme chute là dans le virage. Ouais, on en reparlera dans le débat, on va pas s'y attarder. On va avoir carrément une séquence dédiée à ça. Là, on va parler plutôt du résultat final avec la victoire de Juan Ayuso pour UAE devant Carlos Rodriguez pour Ineos et Mathias Kelmose. Voilà, bon. Deux Français dans le top 10. Deux Français dans le top 10 aussi, Kevin Vauquelin et Alex Baudin, qui font 8 et 10, respectivement du général. Et grosse perf collective pour moi de la UAE parce qu'ils placent Juan Ayuso 1, Marc Soler 4, Brandon McNulty 5 et Isaac Del Toro 7. Ouais, bah après. Ça laisse plus beaucoup de place dans le top 10. On en reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi c'était bien biaisé, le général était bien biaisé par cette énorme chute. Pardon mon ref, t'es quoi le général? J'ai bien dit biaisé. Mais les I au bon endroit mon ref. Par cette énorme chute et triste nouvelle, on fera le bilan médical, on vous dira tout ce qui s'est passé, donc restez bien. Voilà, sinon que dire de plus, 2 victoires pour des jeunes français, pour 2 équipes françaises en plus qu'on aime bien. Romain Grégoire pour la groupe AMFDJ et Paul Lapéra pour Decathlon H2R La Mondiale. Paul Lapéra il marche fort hein. Ouais, il marche super fort et ça fait plaisir de les voir à ce niveau. Et voilà, pour ce qui est des vainqueurs d'étape, du coup, Carlos Rodriguez, Romain Grégoire, Luis Menkis qui gagne l'étape où tout le monde chute, Quinton Hermans, Paul Lapéra et Primoz Roglic sur le chrono.
Bon, un chrono aussi qui était catastrophique. Mais en fait, tout a été catastrophique dans cette édition. On y reviendra. Mais je propose qu'on passe à des choses un peu plus gaies. On va parler de Paris-Roubaix baby, comme dirait Tom Peacock. Roubaix baby. Elle était trop bien cette com. Allez voir le compte Instagram de Ineos et de Thomas Pitcock. Il sort du gros truck Ineos. Il était pas du tout prévu. Il arrive au dernier moment. Roubaix baby. Non, c'était stylé. Je crois qu'il fait 26ème d'ailleurs. Ouais, il a pas été si bien que ça, mais c'est un crack, hein, Pitcock, parce qu'il a gagné chez les juniors, il a gagné chez les espoirs, et là c'était sa première participation en élite. Donc, il fait 17ème, pardon. 17ème. Ouais. Par contre, c'est compliqué de gagner quand t'as un Van Der Poel devant, mais. Oui, c'est quoi le résultat, Grégoire? Le résultat final en deux spi, on peut se dire que Van Der Poel a gagné devant Jesper Philipsen. Non, c'est pas le podium 2023, c'est aussi le podium 2024. Et troisième, c'est Mats Pedersen, du coup, qui vient compléter le podium. Et voilà, premier français, Christophe Laporte, 25ème. On Triste. y revient pas. C'est quand même triste de voir aussi peu de drapeaux français dans le général. Mais bon, on le savait de toute façon avant le départ, hein, on le savait. On va parler aussi, avant de faire le focus du coup sur Paris-Roubaix, vous expliquer toute la course. On y était avec l'équipe des Decathlon AG2R, donc on était vraiment au plus près du pavé. Bah, je pense que là, la trouée d'Arambert, on la verra jamais aussi bien qu'on l'a vu de notre vie. On vous racontera quand on s'attendra sur la course. L'enchaînement de trottoirs, on l'a senti sous le vélo. Et du coup, sur le résultat de Paris-Roubaix Espoir, je pense que tu vas me laisser le prononcer. C'est Tim Thorn Tenberg. Vas-y, devant le fils de Donald. Devant Donaldson Robert, très sympa. On a fichi loulou. Oh non, c'est pas cool ça. Et Orins Robin qui fait 3ème, qui complète le podium. A noter que Eddie Le Vitous, qui a une course un peu compliquée à l'arrière et tout, il s'en sort plutôt pas mal et il termine 4ème du général, premier français. D'ailleurs, on peut le dire, mais course Espoir et Junior était retransmise sur Twitch cette année par la porte du Hainaut qui a fait ça sur la chaîne Twitch de Charlie, hein, on peut le dire. Donc trop cool de voir les courses de vélo comme ça retransmises en direct. C'est Sport Live Vidéo, je crois, qui faisait ça avec c'est des jeunes, tu vois, qui retransmettent les courses comme ça. Toi, t'es un vieux, peu moins genre. médiatisés. Bah, ils sont plus jeunes que nous. Mec, je suis désolé. On a eu 23 ans samedi, les amis. Ouais, j'y pensais, mec, mais bientôt les vainqueurs de Paris-Roubaix, ils sont plus jeunes que nous, quoi. Bientôt trop tard pour mourir jeune. Ouais, enfin bref, donc si vous aviez voulu, vous auriez pu suivre du coup la course en direct sur le Twitch. Et Paris-Roubaix Junior, Grégoire, qu'est-ce qui s'est passé? Doublé slovène, les deux ont célébré. Jacob Omrzel qui s'impose devant Erasem Valjavec. Bah c'est bien, mec, t'es quasiment slovène, je crois maintenant. Quoi? T'es bilingue slovène? Non, ça c'est pas du slovène. Arrête. Essaye pas de m'embrouiller. Et c'est Vandenbroek Axel qui termine 3ème. A noter que le premier français est aussi de l'équipe Decathlon AG2R, la mondiale U19 team. C'est long. C'est Aubin Sparfel qui termine 10ème, du coup premier français. Félicitations à toi Aubin. En vrai c'est parfait faire cette position là. Ouais, c'est ouf, voilà. C'est parfait. Sparfel. Sparfel. Non, ça marche pas comme jeu de mots, Grégoire. Bah que c'est à mon ref. Ouais, ça marche pas du tout, ouais. Mais voilà, pour les résultats en deux speed, je vous propose qu'on passe directement au focus, l'analyse de Paris-Roubaix. J'ai laissé Tour des Flandres sur le script, mais c'est bien Paris-Roubaix ce week-end et c'était une édition fantasmagorique. On va vous en parler? On en parle directement. Mathieu Van Der Poel qui vient remporter son 2ème Paris-Roubaix d'affilée. Il fait le doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix avec le maillot de champion du monde. C'est seulement le 2ème coureur de l'histoire après Rick Van Looy en 1962 à réussir cet exploit. Ouais, t'as travaillé? J'ai travaillé ce matin, ouais. À croire. Hier on a fini à Est-ce que t'as la 22 heures. réponse à la question que je pose à tout le monde Non. Je pense que c'est une stat de zinzin, mais je sais pas si personne n'a la réponse. Est-ce que Alpecin de Koninck ne serait pas la première équipe à remporter les 3 premiers monuments de la saison? Demande à PCS, frérot. Mais Moi j'y connais rien. Ils sortent des stats de zinzin, genre sur le nombre de crevaisons qu'il y a eu depuis 1980 sur tel secteur pavé, mais là ils l'ont pas dit dans la course, donc j'ai pas la stat. Si vous l'avez, venez nous le dire sur Insta. Et d'ailleurs, bon on en reviendra plus tard, mais Van Der Poel a dit qu'il voulait participer à Liège. Bah, vu qu'il y a plus personne de toute façon, vu qu'il y a pas Remco, vu qu'il y a pas Roglic. Je pense que Liège quand même ça va être dur pour lui Pogacar. Après il était affûté, hein, tu l'as vu hein? Non. Ok. Il passait trop vite. Il passait trop vite. Non mais bref, on a vraiment vécu une édition incroyable de Paris-Roubaix. Alors vous vous en souvenez, l'année dernière, c'est notre première course qu'on avait fait sur le terrain avec c'est les 1 an de LTDG. Donc c'est un peu les 1 an de LTDG. Ce qui est marrant, on peut dire l'anecdote, c'est les 1 an de LTDG et c'est aussi le week-end de notre anniversaire. On est né le 6 avril. Du coup, on fête LTDG, on fête notre anniversaire et quoi de mieux que le fêter sur le vélodrome de Roubaix. D'ailleurs, on est rentré en discussion avec ASO. L'année prochaine, Paris-Roubaix vont le mettre le 6 du coup pour notre anniversaire. Exprès pour notre anniversaire. Ils vont décaler le calendrier de tout le monde pour nous. On va devenir partenaire officiel de la course. Ouais. Donc, ça va être Paris-Roubaix by LTDG. Voilà. Donc ça va être énorme. Non, bien sûr, c'est une blague.
Ça t'a pas fait rire, j'ai l'impression. Non, ça m'a pas du tout fait rire, mais parle dans le micro, Grégoire. J'ai l'impression que t'es un peu. Non, je suis fatigué en vrai, je suis crevé. Non, mais Parce bon. qu'on était sur Paris-Roubaix, du coup on s'est envoyé. En fait, pour vous dire ce qu'on a fait, on était tout le week-end avec l'équipe Décathlon AG2R la mondiale. Et du coup, on a suivi l'équipe, mais on est arrivé vendredi parce qu'en fait, on était à Val d'Isère jeudi. On est rentré à 22h à Lyon et le lendemain, on a pris un train à 5h du mat pour arriver au café Vandrissel à 10h du matin pour prendre un café avec les coureurs Et là, le du staff. coup, bah voilà, on va repartir de là. Du coup, bah ce vendredi, on prend un café avec les coureurs. Donc, on était vraiment en inside. On a pu avoir Pierre Gautera. On a pu discuter avec lui, avec Jordan Labrosse. C'était les deux Français, les deux jeunes Français qui participaient à Paris-Roubaix. Alors, Pierre, c'était sa deuxième participation. Jordan, sa première. Pas mal d'angoisse. Le gros buzz médiatique qu'il y a eu autour, c'est que tous les médias, parce que pour faire du bruit, mais nous aussi, on l'a fait avec Eurosport d'ailleurs, mais parler de la chicane, parce que la chicane, c'était la nouveauté avant la trouée d'Arambert. Ça faisait des débats un peu partout. Au final, c'était un gros bide. Bah, en Mais fait, non, les coureurs, moi je suis pas d'accord. Là, je rebondis. C'était pas un bide. Dans la chicane, pour moi, c'est ce qui permet à Van Der Poel de poser sa première étape dans Arambert. Tu le vois, on a fait une vidéo dessus. Allez voir LTDG Sport sur les réseaux sociaux. Allez voir la vidéo qu'on a fait avec Eurosport. En fait, Van Der Poel, dans la chicane, dans le virage, il gagne au moins une dizaine de places, juste techniquement dans la chicane, en passant la chicane. Après, il arrive en 4ème position sur la trouée d'Arambert. Et c'est là qu'il met sa première cacahuète pour remporter l'étape. Donc, non, c'est pas un flop. Ça a sauvé. Ce qui a sauvé l'organisation, c'est qu'ils sont arrivés avec un groupe de Pourquoi 30. ça les a sauvés? Pour moi, il n'y avait pas de scandale. Pour moi, c'est bien, ça les a fait ralentir. Ils sont arrivés moins vite dans la trouée d'Arambert. Il n'y a presque pas eu de chute. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des Ouais, mondes. non mais bref, ce qui a sauvé, c'est quand même qu'ils sont arrivés à 30, mais ça a permis à Van Der Poel de se replacer rapidement. Et lui, qui avait le meilleur punch, limite ça l'arrange d'arriver avec moins de vitesse sur le pavé, parce qu'il est meilleur techniquement que les autres, il a plus de punch que les autres, donc forcément s'il arrive arrêté sur le pavé, il peut démarrer, et c'est ce qu'il a fait. Il a fait mal à tout le monde, il ressort du pavé, il a 2-3 vélos d'avance sur Pedersen. Ah, c'était ouf, hein. D'ailleurs, dans la trouée, nous, du coup, vu qu'on a suivi un peu le parcours toute la journée avec l'équipe Décathlon AG2R, d'ailleurs, dédicace à Anthony Julien qui a été notre pilote toute la journée, Voilà. qui nous a accompagnés, qui nous a donné les détails. On était dans une fan zone, si vous voulez, les amis, avec une vue. On était en gros sur une terrasse, on plongeait sur la trouée d'Arambert, sur la tranchée comme ça, et du coup, on les a vus arriver. Et un moment, les frissons quand Van Der Poel passe comme ça devant, c'était vraiment fantastique. Il y avait énormément de monde au bord des routes. Il faut se rendre compte, c'est des rangées de personnes sur la trouée d'Arambert qui tapent les barrières. Il y a les coureurs qui arrivent franchement défoncés. Tu vois des paires de roues dans tous les sens, t'entends le bruit du carbone et tout. Non, franchement, c'est l'ambiance. Si vous avez l'occasion d'y aller un jour, il faut aller dans la trouée d'Arambert, c'est incroyable. Et après aller sur Vélodrome, parce qu'après qu'est-ce qui s'est passé du coup dans la course? Van Der Poel met sa première attaque dans Arambert. Finalement il sort un peu avec un petit peu d'avance, mais ça se ressort, il est dans un groupe de 4. Et après Ça se regroupe. Gianni Vermeersch attaque. Il sort avec Kung et Polite. Avec Kung et Polite, la Van Der Poel pas content, mais finalement le groupe de Van Der Poel revient dessus. Et Van Der Poel dans le secteur pavé d'Orchy, il attaque assis sur la selle, sur le pavé, de toute façon faut rester assis. Et là il sera plus jamais revu, et il arrive avec une avance fantastique dans le Vélodrome. Et avant Grégoire que tu m'expliques l'ambiance du Vélodrome, on a vu cette image, bon il célèbre tout seul, maillot de champion du monde sur le Paris-Roubaix, sur le Vélodrome. Et après il a le temps de se poser pépère sur le vélo pour aider à l'arrivée de Philipsen, qui fait encore une nouvelle fois deuxième au sprint devant Pedersen. Mais parle-nous de ce moment quand Van Der Poel entre dans le Vélodrome, se calme, et puis cette explosion. En fait, je pense qu'il faut se rendre compte un peu comme si en fait il y a une baisse de pression. La pression monte toute la journée en fait dans le Vélodrome, donc il y a du monde, ça se remplit, ça parle de plus en plus fort, il y a de plus en plus de monde. Et au moment en fait où Van Der Poel va rentrer dans le Vélodrome, c'est-à-dire que tout le monde commence à crier dès qu'il est dans les 10 derniers kilomètres, et au moment où on sait qu'il va apparaître, bah d'un coup il y a un peu une sorte de silence où la pression monte, on n'entend plus rien, les gens attendent de voir passer Mathieu, et tu entends juste justement un son de lointain et des mouvements qui se rapprochent, parce qu'en fait ça suit l'arrivée de Van Der Poel, les drapeaux qui commencent à s'agiter, le monde qui commence à crier. Honnêtement, j'en parle, j'ai encore les frissons là. Et en fait, au moment où il rentre dans le Vélodrome, c'est une explosion. Il fait son tour, il célèbre, il gagne, et effectivement après il a le temps de se poser, de regarder l'arrivée. Il avait 3 minutes d'avance quasiment, c'est 3 minutes pile même, je suis en train de regarder là. Non, c'était vraiment incroyable. C'est incroyable la course qu'ils ont fait encore Alpecin de Koning, quoi. C'est une course un peu parfaite. Ils en mettent 3 dans les 10 avec Gianni Vermeersch qui fait 6 aussi. Ouais, non, c'était une course de ouf. Le collectif était trop fort. Avant de revenir sur le classement général et les prestations de chacun, je veux revenir sur cette ambiance. On en a discuté, que ce soit avec les mécanos de l'équipe AG2R Décathlon, Décathlon AG2R la mondiale. Waouh, comment c'est trop dur à dire les équipes avec tous les sponsors maintenant. Et avec aussi Jordan Labrosse, avec Pierre Gautera qui ont fait la course. Et ils ont tous le même mot, c'est que c'est magique quoi. Tu rentres dans le Vélodrome, c'est magique. Et d'ailleurs c'est marrant parce que du coup vendredi on a parlé à Pierre, et Pierre comme ça je lui demandais vas-y décris-moi la course en un mot, ce serait quoi? Il commence à dire l'enfer du Nord. Je lui dis t'as pas le droit de dire l'enfer, c'est trop facile, tu vois, un mot, l'enfer du Nord, facile, Paris-Roubaix. Je fais un autre mot, il dit magique. C'est deux mots opposés,
Et c'est la définition de Paris-Roubaix. Mais il y a qu'à voir la discussion qu'on a avec Jordan Labrosse à l'arrivée qui nous dit pour le moment, j'ai pas fait le tour, j'ai pas fait d'autres courses et tout. C'est l'une des plus belles ambiances que j'ai vues. C'est la plus belle. Arrête la Tour de Flandre. Peut-être pas, en fait, non, pour moi, c'est pas la plus belle course. Pour moi, la course, elle est presque moche, tu vois. Mais en fait, c'est l'atmosphère qui la rend si spéciale. T'as une atmosphère, le monde, c'est vraiment populaire au bord des routes. Tout le monde sort de chez soi, vient voir la course. Les gens, ils sont même pas fans de vélo. Tu le sens, tu vois. Tu croises des gens sur le bord des routes. J'ai croisé des supporters hier qui me disaient on était à un match de basket. Du coup, on a ramené des ballons comme ça pour taper dessus et faire du bruit. T'as vraiment un truc du genre, on sort de chez nous parce que c'est l'une des plus grandes courses de vélo qui passe devant la maison. Mais on n'est pas forcément des grands connaisseurs, donc ce qui fait que ouais non c'est vraiment très spécial. Et ce qui fait tout le charme de cette course, c'est l'arrivée dans le Vélodrome, et on le dit pas assez, on avait une chance nous d'être au milieu dans le carré d'herbe, et ouais waouh, c'est une explosion, et je pense que ça devrait donner des idées aux organisations de faire plus souvent des arrivées comme en 2019 je crois sur le Tour, ou l'année où Bardet fait podium, la veille de Paris je crois, ou un truc comme ça, ils arrivent dans le Vélodrome à Marseille, et ces ambiances où t'arrives quand même dans un stade, ça permet de rassembler des gens dans un seul même endroit, et ça fait un boucan de ouf. Et quand Van Der Poel y rentre, que ça tape de partout, que ça hurle, à mon avis dans sa tête ça doit être la folie. Bah, on en a parlé du coup avec les coureurs qui arrivaient pas pour la gagne, c'était déjà la folie, alors j'imagine ouais, pas Jordan Labrosse qui nous disait quand même, c'est que même si t'arrives, genre lui il est arrivé 18 minutes après tout le monde, il m'a dit même quand tu rentres dans le Vélodrome j'avais l'impression de jouer la gagne carrément, tellement ça crie et tout ça. Mais c'est vrai que c'est cool, et c'est quelque chose, le vélo c'est un sport en itinérance, on n'arrête pas de le dire, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut manquer des fois, et Paris-Roubaix c'est la seule course de l'année quasiment où en fait les gens sont rassemblés dans un même endroit, où t'as de l'écho parce que forcément c'est en cercle, t'as du monde tout autour. Et c'est vrai que niveau frisson, niveau ambiance, ça rajoute vraiment quelque chose de ouf. Les sports en stade, c'est trop fort, tu vois. On a fait beaucoup de courses du calendrier aujourd'hui, tout ça, et Paris-Roubaix, c'était notre première l'année dernière, et là, cette année, avec le recul, c'est assez unique ce qu'il y a dessus. Quand t'arrives, les coureurs qui vont se poser derrière la ligne d'arrivée, donc à l'opposé du Vélodrome, et qui se posent après les douches. Il y a vraiment un rituel, une histoire, et c'est fantastique. Bon, on va pas. D'ailleurs, grosse déception, moi, de pas être allé voir les douches cette année. Ouais, faudrait qu'on y aille l'année prochaine. Obligé. L'année prochaine, c'est objectif douche. Je te propose, Grégoire, avant de passer à la prochaine rubrique, qu'on parle un peu du classement général. Du coup, Van Der Poel premier, comme l'année dernière, Philipsen qui arrive dans le groupe pour la deuxième place et qui plie tout le monde au sprint. Pedersen, très fort, qui fait 3, mais Van Der Poel meilleur, et Nils Paulin qui fait 4, et surtout Stefan Kung qui fait 5 une nouvelle fois. Je sais pas combien de fois il a fait top 10 ou entre la 5 et la 7ème place sur Paris-Roubaix. C'est un peu sa course, mais bon, le problème c'est que il tombe sur un os, quoi, Van Der Poel, et Stefan c'est un gars qui a besoin d'arriver un peu tout seul aussi vu sa pointe de vitesse, donc c'est compliqué de gagner pour Stefan Kung, mais ouais non, c'est beau de le voir à cette place encore et tout. D'ailleurs la groupe MFDJ ils ont aussi Laurens Pittier dans le top 10, 2002 mec, il a 21 ans, top 10 Paris-Roubaix. C'est énorme, et surtout il aurait pu courir en espoir. Surtout qu'il a chuté bêtement, je crois, et c'est pour ça qu'il termine un peu lâché du groupe. Mais sur sa chute, tu vois, en vrai, il peut taper Polit au sprint. Hein. Ouais, il peut aller chercher la 4ème place. Ouais, non, il est arrivé après Polit. Je pense qu'il aurait été ouais, je pense qu'il aurait pu peut-être aller dans le top 5 ou peut-être accrocher Pedersen, je sais pas, mais en tout cas, c'est. Ouais, c'est magnifique. Degenkolb fidèle à son poste à l'entrée du top 10. Moi, pour terminer le top 10, ça fait Van Der Poel, Philipsen, Pedersen, Nils Politt, Stefan Kung, Gianni Vermeersch, Laurens Pittier, Jordi Meeus 8, Soren Warenskold pour la Uno X 9, et Mathis Mikkels qui fait top 10. C'est très cool pour l'Intermarché Wanty. Ouais, c'est bien. En plus, c'est leur course du Nord. Ils sont un peu à la maison. C'est les courses les Belges, donc c'est cool. Mais petite déception, comme par contre, pour les Français. Premier Français, c'est Christophe Laporte qui revenait de maladie, qui avait une grippe intestinale. 25ème et qui perd la course sur le premier ou le deuxième secteur pavé. Ouais, crevaison. Mais en fait, il faut se rendre compte que cette année, on est allé voir la course secteur 26, donc ou 27, le deuxième secteur en gros de la course. C'était déjà le bordel. Genre, déjà à l'entrée du secteur, moi ça m'a surpris. Je sais pas si tu t'en souviens. On est à l'entrée du secteur, et quand les coureurs arrivent, on entend le carbone qui défonce. Ça pète. On voit un mec de la Soudal à côté de nous qui défonçait, un autre mec, je sais plus quelle équipe à gauche de la route qui défonçait. Et après, on va du secteur 26, on fait une coupe, on va au secteur 24, donc 2 secteurs plus loin. Et là. Ça avait déjà borduré, mais il y avait un vent de fou. Il faut se rendre compte, hier dans le nord, c'était impressionnant, un vent. Ils ont plutôt vent de dos, mais 3/4 d'eau, c'est là que ça bordure aussi. Et ouais, non, c'était déjà tout défoncé en fait. Donc la deuxième coupe qu'on fait, 4ème secteur pavé de la course, c'était déjà joué quoi. T'avais déjà le groupe qui allait jouer la gagne, qui s'était démarqué, une groupe de 30. T'avais quand même Pedersen et Philipsen qui s'étaient fait bordurer, qui ont réussi à rentrer plus tard. Mais ouais, c'était chantier naval, il y en avait de
partout. Tu vois, nous, on suivait Pierre Gauthierat. Pierre Gauthierat, il était déjà tout derrière, quasiment dans les derniers. Lui, d'ailleurs, il a fait une course de fou furieux parce que. Je pense qu'on l'a dit dans la voiture, je pense qu'il a eu 4 courses différentes. Ouais. C'est long, 270 bornes. On voulait l'avoir à l'arrivée. D'ailleurs, à l'arrivée, moi, c'était impressionnant parce que du coup, Pierre, on suivait Pierre tout le week-end, en gros. Un peu dans l'idée, la vidéo sortira ce soir, là, lundi soir, à l'heure où vous écoutez le podcast. Elle est déjà sortie sûrement sur les réseaux sociaux. Et en gros, Pierre, il nous disait, à la base, c'était une bonne chance française, il marche trop bien en ce début de saison. Par contre, pendant la course, il a vécu 5 courses. Et en fait, je pense qu'il y en a énormément sur Paris-Roubaix. C'est une aventure de fou furieux. Ouais, en fait, il a crevé, il est tombé en crevant. Ensuite, il était derrière dans un groupe de 3. Nous, quand on l'a vu au deuxième secteur, mais genre très très loin, presque dans les derniers, quoi. Mais dans les derniers, à 2 minutes du groupe de tête, sauf qu'il est revenu. Il m'a dit j'ai roulé que à bloc tout le long parce qu'il a roulé à bloc, il est rentré sur le groupe notamment avec Naesen et Jordan Labrosse et à ce moment-là, au moment où il rentre, il va rouler pour Oliver Naesen. Donc en fait il a fait que rouler. Il a fait limite s'il avait fait la même course à l'avant, quel résultat il aurait pu avoir. Dis-moi ce que t'en penses, c'était incroyable. Ouais. Pour ma part, refaire la course a été telle qu'elle était. C'est pas Roubaix, c'est normal qu'il y ait des problèmes mécaniques. Mais voilà, oui, c'est de bon augure. C'est des courses qu'il aime, c'est une course qui le fait rêver. D'ailleurs, je lui ai posé la question au départ s'il préférait gagner un championnat du monde ou un Paris-Roubaix. Il m'a dit, je crois que c'est Paris-Roubaix. Pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur de la course. Mais lui aussi, il est amoureux du pavé. Oui, okay. Il est amoureux du pavé, il kiffe trop ça, lui. C'est un sadomaso. Genre, j'adore me faire mal, les pavés et tout. Et après la course, quand on le récupère au bus. Ouais, il était mort, il était cassé de partout. D'ailleurs, petite anecdote, on était en train de lui faire l'interview. Et là, il y a Miss France qui arrive. Et je bloque Miss France. Non, passe pas devant, on fait l'interview. Du coup, je l'ai kéblo pendant qu'elle passait. Et elle était super gentille, Miss France. Voilà, petite dédicace. T'as pris son snap. Non, frère. Non. Oh. Non, j'ai parlé pavé avec elle. Je fait alors Van Der Poel et tout. Fait putain, il est costaud. Vrai gazier, la Miss France. Ah ouais. Elle a roulé. Elle a fait le Paris-Roubaix Challenge. Ouais, elle a fait le Paris-Roubaix Challenge. Faudrait qu'on le fasse ça un jour, Paris-Roubaix Challenge. L'année prochaine, on le fait. C'est un défi que tu lances là. Alors, Paris-Roubaix Challenge et douche. Ok, on fait le Paris-Roubaix Challenge et après on va à la douche. Mais on négocie avec le gars, tu vois, genre comme ça, nous on va se faire une énorme douche, frère. Ouais. On ramène des grosses basses. Vas-y, je vais faire un peu de sport, là, je vais faire des pompes et tout. Allez, l'année prochaine, LTDG s'inscrit sur Paris-Roubaix Challenge. Vas-y, moi je kifferai en vrai. Et ouais, non, mais pour en revenir, Pierre Gauthierat, comment il était défoncé. Genre à l'arrivée, tu vois l'état des coureurs, mais moi, Pierre, limite, il était le dos bloqué, il craquait de partout. L'interview, alors lui il bavard, on s'entend bien, on voulait parler, mais son Baptiste qui gère les relations presse, il était là en mode faites vite parce qu'il faut vraiment qu'il ait récupéré, là il est complètement mort. Voilà, donc une édition folle de Paris-Roubaix qu'on a vécu en inside dans la course avec l'équipe des 4 Langers de Gers, vraiment fantastique. Van Der Poel en démonstration, Alpecin de Quenin qui est vraiment la meilleure équipe sur les classiques, qui a gagné les 3 premiers monuments de la saison, avec Philipsen sur San Remo, avec Van Der Poel sur le Ronde 2 et sur Paris-Roubaix. Donc voilà, pour revenir à Paris-Roubaix, je te proposerai qu'on passe à la rubrique d'après, qui est le débat. On va pas s'y éterniser, on va un peu revenir rapidement sur la grosse chute qui est au Pays Basque. Donc effectivement, énorme chute au Pays Basque, donc ça a fait que chuter en fait au Pays Basque, clairement. Et sur la 3ème étape, sur une route pas si dangereuse, tout le peloton qui tombe. Et c'est un peu le débat. Donc je vais vous dire donc Vingegaard au sol. Je vais vous dire les coureurs du général qui sont tombés et leurs fractures. Et après on fera un petit débat. La faute à qui, comment limiter ça et qu'est-ce qu'on en pense. Donc d'abord Remco Evenepoel qui est tombé fracture de la clavicule et de l'omoplate, qui s'est fait opérer d'ailleurs ce week-end. Ensuite Stef Kras, 2 poumons performés, 2 côtes cassées et des douleurs aux vertèbres. Jonas Vingegaard, fracture de la clavicule et de plusieurs côtes, plus contusion pulmonaire et d'un pneumothorax absent 6 à 8 semaines. Primoz Roglic, dermabrasion et contusion. C'est celui qui se sent presque le mieux en vrai. C'est ça. Mais t'as vu la photo qu'il a mis sur les réseaux? Il adore les photos toutes nues. Ouais, tout nu, tout ripé partout. Ouais, c'est pas la première fois que je le vois. Je vois ses petites fesses avec des pansements à Primoz sur les réseaux. Jeva, une fracture des cervicales et 2 fractures du corps vertébral. San Quinn, commotion cérébrale et fracture du sternum. Nathanael Stefan, démabrasion et contusion. Bon rétablissement, il y en a sûrement d'autres que j'ai oublié. En vrai, bon rétablissement à eux. Et c'est la question que je te pose, Grégoire, et c'est toi de me dire la faute à qui et comment limiter ce genre de chute, parce que la route n'était pas si dangereuse. Alors les coureurs ont dit qu'il y avait des racines dessus, que c'était mal indiqué, et Marc Burgodeau dans l'échappée avait déjà fait le tout droit. Mais réponds à ma question, quoi. La faute à qui et comment limiter ça? T'as forcément une petite part de responsabilité de l'organisation, malheureusement, peu importe, quand il y a des grosses chutes comme ça, c'est le jeu aussi, et la responsabilité la pierre va d'abord être jetée à l'organisation, parce qu'on n'a pas envie de
On n'a pas envie de dire que c'est la faute du gars qui est au sol en train de gémir. Les images étaient horribles, hein, franchement, devant la télé. On n'a pas envie, mais c'est aussi peut-être une faute, et là tu me dis si tu es d'accord avec moi ou pas, comme l'a dit Rudy Mollard sur les réseaux sociaux, à l'avancée technologie, les vélos qui vont de plus en plus vite. Je suis d'accord, laisse-moi finir. Donc moi je te dis, il y a une part de responsabilité de leur gars, la route a peut-être pas été validée. L'UCI, je sais qu'elle aimerait bien aller contrôler les routes en amont, mais t'imagines le budget que ça leur coûterait d'aller vérifier toutes les routes de toutes les courses de la saison. Ouais, c'est compliqué. Donc a priori, ouais, le virage était mal indiqué, il était un peu piégeux parce qu'il se refermait et il y avait ses racines sur le bord de la route. Après, t'as aussi une part de responsabilité à la prise de risque qu'ont les coureurs pendant la course. Et d'accord, la course, le but c'est d'aller le plus vite. On a fait des courses, si vous nous écoutez, que vous faites des courses dans n'importe quel sport, il y a un peu ce truc de se dire que tu débranches le cerveau et que t'es là pour y aller. Tu fonces. Tu réfléchis pas vraiment, le but c'est de gagner des places. Et t'es prêt un peu à tout pour aller gagner des places, frotter, prendre un peu de risque, remonter dans des trous de souris. Mais là, ça va de plus en plus vite. 48 de moyenne hier sur Paris-Roubaix, tous les records de vitesse sont battus sur les courses. Les vélos n'arrêtent jamais, l'évolution s'arrête jamais. Et en F1, on parle beaucoup de la F1 parce que c'est des sports mécaniques, ça a été bloqué l'évolution. Donc il y a aussi ce problème de se dire que tout va de plus en plus vite, les niveaux sont de plus en plus homogènes, entre les meilleurs en tout cas, et du coup il faut prendre des risques pour se différencier, et on arrive du coup à des catastrophes comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu un début de saison avec autant de chutes, toutes les courses qui ont été neutralisées depuis le début de la saison, c'est ouf. Donc pour moi, j'ai pas la solution, je t'avoue que j'ai pas la solution, mais il y a peut-être une prise de conscience collective, organisation et coureurs à avoir en se disant, peut-être, tu vois, comme la chicane il y a eu là à SO, ils ont mis, pour moi c'est pas une si mauvaise idée que ça au final, parce que ça permet de ralentir et d'éviter effectivement qu'il s'écrase dans la trouée. Après, tu touches un monument, donc c'est toujours pareil. De toute façon, quand tu fais des choix, il y a toujours des gens qui vont pas être contents et des gens qui vont être contents. Ça va toujours être clivant. Donc voilà, j'ai pas la réponse. En tout cas, c'est catastrophique. C'est des images qu'on ne veut pas voir. Et coureurs, organisation ou oreillettes, en tout cas, il faut trouver une solution pour que ça s'arrête au plus vite. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Complètement d'accord avec ce que tu as dit. De toute façon, on en a déjà parlé en off, Grégoire. Donc, on a parlé aussi sur le terrain avec les coureurs, tout ça. Donc, je pense qu'on est d'accord. Il y a à la fois les organisations doivent faire toujours plus attention aux courses, aux signalisations, même si je sais qu'elles font leur maximum. Après, là, sur le Pays Basque, je vais pas tailler l'organisation. Je sais pas qui c'est qui organise, mais il y a eu quand même des problèmes sur le chrono dès la première journée. Ça fait que chuter toute la semaine. Non, mais le chrono, c'est pas de leur faute, mec. Non, mais ça fait que chuter toute la semaine, Grégoire. Il y a pas qu'une faute de la course, mais ça fait que chuter toute la semaine. Je pense pas que ce soit la faute de leur gars. Là, moi, je trouve hyper méchant. Non, je dis pas ça. C'est une course qui a été bizarre. C'est un constat. Tu peux pas dire que c'est l'organisation. Grégoire, laisse-moi finir. Quand il se met au sol, c'est pas la faute de leur gars. Il y a une part de responsabilité de l'organisation, mais je pense que laisse-moi finir. Le problème, c'est le peloton, les coureurs qui prennent toujours plus de risques et qui vont de plus en plus vite avec les vélos. L'évolution matérielle, c'est une folie. Je parlais avec Benjamin Thomas sur le chrono, déjà en début de saison à Bessèges, le chrono à Alès, et qui me disait que Kevin Vauquelin il gagne le chrono et qui bat le temps de Filippo Ganna, qui est censé être le meilleur chronomane du monde. Il bat son record et je lui dis mais c'est dû à quoi? Il me fait l'évolution matérielle, et l'évolution en peu d'années a évolué tellement vite que ça va toujours plus vite. Donc voilà la faute à ça. En tout cas, on souhaite un bon rétablissement à tous les coureurs. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux et nous dire ce que vous en pensez vous. Mais voilà un peu, et c'est des images qu'on n'aime pas du tout voir, et ça déchire le cœur de voir tous ces champions au sol, et ça fait du bruit parce que c'est Remco, Roglic et Jonas qui tombent, mais il y avait Van Aert qui est tombé sur à travers la Flandre, et Van Aert qui tombe aussi le mercredi sur à travers la Flandre, mais ça arrive trop souvent et à plein d'autres mondes, et là ça fait du bruit parce que c'est les grands champions qui tombent, mais ça tombe tout le temps dans le vélo. Ouais, il faut comprendre, c'est que là ça fait énormément de bruit parce que t'as peut-être le Tour de France qui va être biaisé à cause de cette course, à cause de cette chute. Vingegaard, on sait pas s'il sera remis pour le Tour, on sait pas s'il sera prêt, en tout cas préparé. Il sera remis, mais est-ce qu'il sera prêt? Mais en tout cas ça arrive souvent, régulièrement. Là ça fait du bruit effectivement parce que c'est les favoris, parce que c'est les plus grands coureurs du monde, mais des accidents comme ça dans le vélo, il y en a presque à chaque course, quoi. Donc voilà, prise de conscience collective. J'ai pas la solution, il faudrait vraiment y réfléchir, et j'espère qu'on trouvera quelque chose pour arrêter d'avoir ces images dans le vélo, parce que quand même le but c'est que les gens se déplacent sur les courses, pas pour voir des drames, c'est que les mamans, les papas aient envie que leurs enfants se mettent au vélo. Donc c'est pas en voyant ça à la télé que t'as envie de mettre ton gosse au vélo. Voilà, je vous propose qu'on passe à la 4ème rubrique, les infos en vrac. J'ai 4 petites infos à te dire, Grégoire, et tu me diras si tu veux t'attarder sur une, même s'il faut qu'on accélère, parce que dans une demi-heure on a notre train retour sur Lyon quand même, parce qu'on part en Espagne rouler. Donc on a de la chance, et du coup faut pas qu'on loupe le train. Alors on passe aux infos en vrac. Ouais, surtout qu'on va mettre la misère à Pierre Roland, donc faut qu'on soit en forme. Voilà, on va rouler avec Pierrot. Allez, c'est parti pour les infos en vrac.
Je te donne 4 infos, Grégoire, tu me dis si tu veux t'attarder. Rumeur de transfert de Demi Vollering chez FDJ Suez ou UAE ADQ. Moi j'ai toujours l'impression qu'on nous dit que les équipes françaises vont recruter des gros noms et à chaque fois ça se fait pas pour des questions qu'on sait. Ce serait incroyable. Oui, mais comme d'habitude, je pense que ça se fera pas. L'Union nationale des cyclistes professionnels porte plainte contre le jet de casquette sur Van Der Poel. Je sais pas si t'as vu l'image. J'ai vu l'image. Ah, j'avais. Ok. Voilà. Ah, il porte mais c'est un abruti ce supporter. Tu vas sur le bord de la route, tu peux pas balancer un truc sur un coureur, peu importe qui c'est, même si c'est le mec, enfin non, c'est trop dangereux de faire ça, mais je comprends pas, c'est presque c'est presque une tentative de meurtre. Ouais, non, c'est super dangereux, donc il faut porter plainte, il faut qu'il se prenne un procès comme la pancarte au Piomi. Ouais, c'est comme au Piomi quoi. Voilà, on est d'accord. Troisième info, Mathieu Van Der Poel annonce sa participation à Liège qui sera fin avril vers le 21 je crois, ou le 17 je sais plus, le 20 je crois, je sais pas, on verra dans ces eaux là. Et Remco qui a déjà été opéré de la clavicule après sa chute. Voilà pour les infos un peu importantes de la semaine. On s'attarde pas trop parce qu'on est pressé, je te propose qu'on passe directement à l'actu full gaz avec un E. On va parler de Paris-Roubaix avec un autre arc-en-ciel qui a brillé dans le ciel. Déjà l'actu full gaz avec eux, on a eu des petites courses pour nos féminines cette semaine. Bah ouais, on va parler surtout de Paris-Roubaix. Et Paris-Roubaix femmes, et enfin une victoire pour la SD Works Pro Time, et je pense que ça doit leur faire tellement du bien parce que la saison des classiques c'était vraiment pas ça pour la meilleure équipe du monde qui avait écrasé l'année dernière. Donc victoire de Lotte Kopecky devant Elisa Balsamo et Georgie Pfizer. Ah non, Pfizer c'est le vaccin. Pfizer. Il y a 3 F en 4 lettres, mais comment tu veux que je prononce? Non mais c'est galère, mais super course. Pour ce qui est du top 10, on a 2 Françaises dedans avec Victoire Berthaud de la Cofidis avec son beau maillot bleu blanc rouge sur sa course dans sa région qui a une jolie 8ème place, et Marie Lenette pour la FDJ Suez qui fait 9 et qui est à l'arrivée toute contente comme d'habitude hein, de toute façon, tout le temps le sourire Marie. Tout le temps le sourire Marie. Et d'ailleurs avec un plaisir pour l'accueillir un jour, accueillir Marie ou Victoire, parler du cyclisme féminin avec nous et de comment ça se passe dans le peloton. Et on peut aussi parler de Gladys Verels qui fait 12, tu vois, ça fait pas mal. On a quand même 3 françaises, 8, 9, 12. C'est stylé en vrai, c'est mieux que les garçons. Ouais, donc, voilà, super course avec une domination là cette fois-ci de la SD Works qui était passée à côté sur les premiers monuments de la saison. Là, Kopecky en patronne qui vient s'imposer au sprint devant Balsamo, devant Georgie Pieffer, devant Marianne Vos. Et Humbercrack qui a couru n'importe comment pour la FDJ Suez, qui a fait une belle course, tu vois. Parce que quand même deux coureuses dans le top 10 finalement, avec Humbercrack 5 et du coup Marie-Lenette 9. Mais ouais, donc ils ont d'abord mis à 30 km de l'arrivée Jadeville devant, qui a fait une super course attaquante comme d'habitude. C'est vraiment une coureuse que j'adore voir courir parce que tout le temps en avant. Tout le temps à l'attaque. Et par contre Humbercrack, ouais, elle a fait beaucoup de travail quand elle s'est retrouvée quand même dans le groupe avec Voss, Pfizer et Balsamo et Kopecky. C'était la moins bonne sprinteuse et c'est elle qui a le plus roulé en fait, Humbercrack. Finalement elle fait 5ème, mais peut-être qu'en courant plus intelligemment il y avait moyen de placer une belle attaque plutôt que faire placer des petites accélérations un peu pourries tout le long. Une belle attaque dans le dernier kilomètre pour essayer de surprendre tout le monde. Mais voilà, ouais, non, c'était une super course. Il y avait quand même beaucoup de monde au bord des routes. Nous on était au départ le matin à Denain. Il y avait beaucoup de monde sur le paddock pour aller voir les filles. Petite dédicace à Julia Aubry, une pote qui prenait le départ de son premier Paris-Roubaix. Et voilà. Puis le lendemain, ce qui est drôle, c'est que sur la course homme, on a croisé Eline Roussel, qui est une coéquipière de Roxane Fournier à la Saint-Michel Mavic-Aubert 93. Et ouais, trop contente. C'était la plus jeune participante. On la croise le lendemain sur les pavés, sur un secteur pavé comme ça au hasard au bord de la course. Et ouais, non, c'était trop cool. Elle était trop contente d'avoir fini. Ouais, je sais pas, une super course, superbe édition. Lotte Kopecky qui s'impose en patronne maillot de championne du monde. Ouais, bah, je t'ai laissé parler, t'as fait le podcast tout seul. Je sais pas ce que tu faisais, t'étais sur ton téléphone. Mais non, mais ce que je pensais à autre chose, je suis fatigué. Moi, c'est chaud, on enchaîne. Je sais pas si vous voyez, on est tout le temps partout, c'est fatigant. Mais non, c'était une super édition. On a regardé ça, on est même allé voir le départ. Sur le départ, on a vu des filles souriantes et c'était vraiment cool. Un peloton magnifique. Et non, allez voir le cyclisme féminin, allez voir les courses, surtout quand les courses arrivent à être condensées. Là, je sais que sur les Ardennaises, ça sera pareil. Si les Belges nous écoutent et qui vont voir les courses, et bah il y a la course fille le jour d'avant, donc passez les voir. Avant même les hommes. Avant les hommes, donc restez sur les routes, venez plus tôt et venez les encourager. Et surtout que quand la FDJ Suez marche aussi bien, quoi. Donc c'est cool d'avoir une équipe française. Et Cofidis, Victoire championne de France, c'est la première française. Victoire Berthaud avec le maillot bleu blanc rouge et tout. Non, c'est franchement
c'est cool. Voilà, donc nous on va terminer le podcast et les sauter dans le train. J'espère que vous avez kiffé comme d'habitude. Faites-nous un retour, venez vous abonner à nos réseaux sociaux. Et on se dit à très très bien la semaine prochaine déjà pour parler des premières classiques ardennaises. Parce que là la saison est lancée, ça va plus s'arrêter jusqu'en octobre. Donc j'espère que vous êtes chaud pour suivre cette saison avec Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Ciao.